Blanche Mertz, vous habitez depuis très très longtemps dans ce château de Chardonne, une bâtisse du XVIIe siècle. Vous êtes en face du lac Léman, en face des Dents du Midi, entouré de buis qui donnent de la vitalité et de l'énergie. Vous avez écrit un livre, entre autres, qui s'appelle L'âme du lieu. Est-ce que vous avez découvert l'âme de ce lieu-là? C'est précisément tous ces éléments qui jouent un rôle important, parce que vous avez les cimes qui reflètent, vous avez les Dents du Midi en particulier, qui ont très fort rayonnement, qui viennent sur toute la zone du Mont Pèlerin. Et le lac, le reflet, amplifie encore ce rayonnement. Comme vous dites aussi, les buis ont une particularité de donner une énergie supplémentaire. Donc tout ce qui se reflète ici sur des vieux murs vous donne une énergie supplémentaire. Effectivement, ce qu'on peut appeler, cela crée une atmosphère, cela crée une ambiance qu'on peut dénommer l'âme du lieu. En fait, vous n'avez pas beaucoup changé de paysage. Vous êtes né tout près de ce château de Chardonne. Oui, je suis née à Corzier-sur-Vevey. Bon, il y a passé 80 ans. Et Vous avez fait vos écoles à Vevey? non, j'ai juste commencé l'école primaire. Par le fait, je suis bilingue, simplement par la force des choses. C'était mon père, avant d'avoir une lithographie à lui à Zurich, était venu ici à Vevey depuis Berne, comme bernois, parce qu'il était spécialisé dans la reproduction des tableaux de maître en lithographie. Et alors, lorsque la grande crise des années 30 est arrivée, il n'y avait plus rien en Suisse romande. Il n'y a que la Suisse allemande qui pouvait encore travailler. Et c'est ainsi que j'ai été déplacée à l'âge de 7 ans. À ce moment-là, on a habité à Sourds, près de Haro. J'ai dû évidemment apprendre l'allemand, le suisse allemand et encore la vieille écriture allemande. Enfin, tout ça. Seulement, c'est arrivé pour ma mère qui était vaudoise. Quand on se promenait dans les rues, les gens, beaucoup, criaient derrière nous « Oh, die Franzosen mit den roten Hosen ». On sentait qu'on était des étrangers. Ah, vous êtes des Belges? Ou des Belges qui sont sales, qui ne savent pas travailler et qui ne sont pas sérieux. Voilà toute la réputation que la Suisse romande a là-bas. Et alors, pour finir, c'est tombé sur le moral de ma mère, elle ne m'accompagnait plus à l'école. Alors, en sortant de l'école seule, on me lançait des pierres. Et un soir d'hiver, quand j'ai reçu une énorme boule de neige avec un caillou en plein dans l'œil qui m'a défiguré, alors la maîtresse a demandé à la police de m'accompagner de l'école à la maison. Voilà les circonstances d'être suisse roman et d'arriver à ce moment-là dans une ambiance vraiment hostile. Vous avez beaucoup souffert, alors j'imagine. Bien, c'était pas drôle, je crois, du moment. Et ensuite, les choses se sont arrangées. Vous êtes resté à Sourds? Non, après alors j'ai fait les autres écoles, et puis alors on est parti à Zurich. Alors là, c'était la ville, et mes études, c'était tout autre chose. Mais seulement ce début, de dire à quel point la mentalité, et puis au fond, quand on pense qu'aujourd'hui encore, c'était la même chose avec d'autres. Tout ce qui n'est pas moi, suisse-allemand, n'a pas de valeur. Et vous avez fait après des études d'ingénieur, c'était exceptionnel pour une femme. À Zurich, oui, évidemment, j'étais la seule pour commencer. C'était une œuvre de pionnier, si vous voulez. Oh, peut-être pas par capacité, mais simplement par réaction, parce que de tout temps,
quand j'ai voulu déjà apprendre la géométrie, ce qui m'intéressait, « Ah, ça c'est pas pour une fille, tu ferais bien mieux d'apprendre à raccommoder des chaussettes. » Bon, enfin, comme ça. Enfin, j'ai quand même tenu, j'ai fait ces études, c'est là que j'ai appris à connaître un autre étudiant en génie civil, qui est devenu mon mari. Mais on était au fond longtemps fiancés, sagement camarades, pendant plusieurs années. Et quand on s'est mariés, le premier travail de mon mari était alors au MOB, faire un pont sur les avants. Et ensuite, alors, il a pris son propre ingénieur. Et nous deux, nous avons collaboré pendant 25 ans. Donc, vous êtes revenu en Suisse romande. En Suisse romande, à Lausanne, on avait un bureau d'ingénieur qui s'était spécialisé. Enfin, j'ai eu en 3 enfants, entre deux. Et c'était la spécialité, c'était les adductions d'eau pour les communes, entre autres, entre les autres travaux. Et c'est là que j'avais pris conscience que je ressentais les emplacements d'eau souterraine. Vous avez pris conscience comment? Oui, je sentais par les pieds, et puis une fois que j'étais à Venise, je dis « Ah, c'est ça, j'ai compris ». Et une fois que j'étais en Mauritanie, on m'a appris à bien connaître comment ressentir l'eau souterraine. Alors, c'est ça qui a fait finalement la réputation du bureau Mertz, qui disait parce qu'on trouve immédiatement l'emplacement, le forage était toujours direct. Et c'est de là qu'on a continué et que je suis restée dans ce bureau d'ingénieur pendant 25 ans. Vous aviez découvert de l'eau en Suisse, en particulier à Lavey-les-Bains. Ah oui, alors l'histoire de Lavey-les-Bains, c'est tout particulier parce que j'étais dans la commission qui devait voter un crédit pour Lavey-les-Bains du Grand Conseil. Et à ce moment-là, on n'y avait que 60 litres par minute. Et je dis, vous n'allez pas voter là du million pour des recherches. Seulement, c'était l'université de Lausanne qui les avait demandé, les géologues. Je dis, je vous fais fort de vous trouver de l'eau. Et effectivement, avec l'aide aussi d'un appareil électronique de mesure où j'avais indiqué l'emplacement, on a trouvé les 600 litres par minute de 60 degrés. Et seulement, l'université s'est fâchée et a fait un rapport incroyable au département de la santé publique en disant, vous n'allez pas croire la bonne femme qui fait des choses comme ça. Et qui s'est dit député, enfin des choses que lorsque il y aurait pu y avoir un procès entre le Conseil d'État et l'université, j'ai pas voulu entrer dans cette polémique. Mais plus tard, bien c'est l'université qui a tout refusé, critiqué, qui a dit c'est nous qui avons trouvé l'eau à Lavey-les-Bains. On m'a complètement assommé. Vous avez donc eu des démêlés sérieux. Certainement. Mais, t'aimes pas ça, on n'en parle pas. Donc vous étiez entré en géobiologie. Oui, alors ça, c'était une autre période. C'est-à-dire qu'il y a des amis médecins qui m'ont dit, comme vous avez cette affinité avec la Terre, allez voir le docteur Hartmann en Allemagne, qui a découvert ou redécouvert un réseau tellurique, donc des rayons qui sortent de la Terre et qui ont un impact énorme sur la santé publique. Et c'est de là, j'ai été chez lui, j'ai regardé de quoi il s'agissait. Alors, au fond, comme il n'existe pas encore des appareils électroniques pour déterminer ces rayons-là, il m'a appris comment faire avec un genre d'antenne, si vous voulez. Et là, au fond, on a un doigt dans la radiesthésie. Alors, au début, j'ai attendu quand même quelques années. Je dis, la radiesthésie, c'est quoi? C'est peut-être pas suffisamment scientifique. Est-ce qu'on peut combiner les deux choses? Je dis, pourquoi pas? Ce serait de faire le pont entre la physique et la métaphysique. Et alors, un jour, je me suis amusée à apprendre la radiesthésie. C'est-à-dire, sur un cas très concret, j'apprends que on avait volé de l'or dans la Suissair qui devait arriver à Londres. Donc dans un avion. Dans un avion. Alors, où se trouvait cet or volé? Et je me suis amusée à chercher ça sur une carte géographique. Et je tombe sur l'île de White. Bon, mais après je me suis dit, si je dis ça à la police, ils vont rire, ils vont tout mettre à la corbeille à papier, ça c'est classique, c'est normal.
je le ferai aussi. Mais c'était tellement fort, tellement puissant, que j'en étais tellement persuadée que j'ai quand même écrit à la police fédérale que ce trésor devrait se trouver sur l'île de White. Bon, je pense qu'ils en ont bien ri. 3-4 mois après, je me trouvais, disons, par hasard, à Londres. Je vois un grand titre dans les journaux. Nous avons retrouvé le trésor hors de la Suissair dans un vieux garage désaffecté sur l'île de White. Alors je me suis dit à ce moment, ben, ça marche. C'est tout de même, il doit y avoir une intelligence dans l'univers qui vous permette, par ce moyen, d'obtenir des réponses. Et c'est là qu'après, on peut très bien combiner la géobiologie avec des moyens subjectifs, si vous voulez, mais de plus en plus combinés avec un appareil de mesure qui est une tablette qu'on appelle la bovismétrie aujourd'hui, qui est basée sur les longueurs d'onde de Ångström, combiné avec la radiesthésie et avec le pendule. Et là, vous pouvez, à n'importe quel lieu, mesurer la qualité vibratoire d'un lieu, ou même d'un aliment, aussi de nos centres de conscience que nous appelons les chakras. C'est une méthode qui ne se rattache à aucune méthode connue, mais là on fait un grand pas en avant pour comprendre mieux ce qu'est le lieu, la force du lieu. Si ce lieu, par exemple, vous donne de l'énergie, ou un aliment qui vous donne de l'énergie, ou si au contraire, 6500 unités bovis, par exemple, c'est la valeur neutre. Tout ce qui est en dessous vous prend des énergies. Ainsi, on a là tout un tableau, une possibilité de créer une nouvelle science et qui a son succès de plus en plus. Et j'ai fondé alors par idéalisme, je dirais, l'Institut de recherche en géobiologie, donc ici au château de Chardonne. Et comment est-ce que vous pratiquez ? Alors il faut aller sur le lieu, évidemment, prendre cette antenne en main, marcher dans la direction de ces murs invisibles qui sont le réseau terrestre, mais qu'on retrouve sur toute la Terre. Et ainsi, cette antenne dévie au moment où nous arrivons contre le rayon. On peut ainsi dire, voilà, ici passe un rayon est-ouest, nord-sud, et là où il y a un croisement de deux de ces rayons, c'est ce que Dr Hartmann a mis en évidence, c'est le point géopathogène, qui veut bien dire la maladie due à la géo, au lieu, à la Terre. Ça veut dire que la Terre, à cet endroit-là, est négative. Sur le point précis du réseau Hartmann. Alors, évidemment que l'emplacement du lit joue un rôle important parce que le corps est là des heures durant toujours au même endroit. Et à l'état de sommeil, on perd à peu près le 2/3 de son autodéfense naturelle qu'on a à l'état d'éveil. C'est ainsi si on se trouve par hasard sur un de ces nœuds, alors Dr Hartmann a évidence que c'était le cancer qui se développait à cet endroit, mais ça peut être aussi toutes sortes de maladies cardiovasculaires. Il suffit de déplacer le lit et de le mettre à un endroit neutre. Ce qui veut dire qu'on pourrait éviter une quantité de maladies si on accomplissait ces mesures. C'est ce qu'on parle pour les assurances maladies. Si elles voulaient tenir compte de la préventive, mais ils économiseraient des millions. Est-ce que par ce contrôle ou cette recherche dans ces courants telluriques, on pourrait déterminer un tremblement de terre ? Alors ça, c'est l'autre aspect que j'ai aussi pu découvrir, c'est-à-dire que un rayon a 21 cm de largeur normalement, et lorsqu'il est triplé, qu'il arrive à 60, on me dit dans 24 heures, il y aura un important tremblement de terre quelque part. Et ça ne manque pas. On a toujours pu vérifier que ça se... Seulement, on ne peut pas prédire où. On peut dire dans telle direction. Mais si j'ai mon antenne qui dira c'est dans le sud-ouest, je ne peux pas dire si c'est l'Espagne ou l'Amérique du Sud. Voyez, c'est dans cette direction. Et vous avez fait des contrôles après coup Chaque fois, pendant des années. Mais oui. Et vous avez fait des rapports sur ce... Oui, j'avais pris contact avec aussi l'université de Zurich, ceux qui sont spécialisés précisément dans tous les sismiques. Ils me disaient, oh oui, on peut enregistrer, mais après coup.
Mais je dis, mais c'est avant que ce serait plus intéressant. On a pu comparer, mais ils ont aussi eu cette attitude un petit peu hautaine. Ils n'ont pas continué. Or que quelquefois je leur envoie des télégrammes de temps en temps de quelque part pour vérifier. Il y aura un tremblement de terre. Ils les ont. Mais ça, c'est une question de personne. Ou bien elle est intéressée. On va continuer. On va faire une nouvelle séance. Ou bien il y a malheureusement tant de gens qui sont amorphes, qui laissent tomber, ça leur coûte peut-être un petit effort. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Vous ne pensez pas que c'est parce qu'on a un peu peur d'une science qu'on ne connaît pas? Oh, mais on a toujours peur au début. On la critique, on la combat. Et puis c'est pour tout ce qui est nouveau, la même chose. Après, on l'adopte, après ça devient tout naturel. Ou bien on dit pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas toujours fait de tout temps? Ça, c'est la logique humaine. Vous pensez, par vos livres, par tout ce que vous avez écrit, arriver à convaincre, arriver à prouver les choses qui, pour le moment, sont difficilement acceptées et même prouvables? Ah oui, alors vraiment, j'étais moi-même étonnée à quel point il y a un écho dans tous les milieux et aussi les milieux scientifiques qui adoptent cette méthode de bovismétrie pour recouper leurs propres recherches, leurs propres analyses, et qui voient si tout est concordant, nous sommes plus près de la vérité. Cette bovismétrie, elle se présente comment? C'est une tabelle sur laquelle, donc, je l'ai dit, est basée sur la longueur d'onde des Angstrom. Mais on a dû dénommer des unités en unités bovis par le fait qu'en physique, ce terme est déjà adopté, déjà pris. Et alors, c'est comme si vous, pour la chaleur, vous avez adopté Celsius. Pour la bovismétrie, on a adopté d'après le physicien Bovis qui a inventé, qui a trouvé cette méthode de mesure. Donc, on sait qu'à partir de 6500, on a déterminé que c'était là un point neutre. Oui, qui correspond en physique à la couleur rouge, par exemple. Mais de là, tout ce qui est en dessous, donc, vous prend des énergies, tout ce qui est en dessus vous en donne. C'est pour ça qu'on a pu découvrir ensuite les hauts lieux où il y a des endroits très particuliers, où, à ce moment-là, chaque personne, même si elle ne connaît rien de tout cela, se sentira bien, se sentira rechargée, se sentira heureuse, ou, le contraire, a reçu un coup d'assommoir, et ça, c'est un lieu alors qui aura été négatif. Pionnière partout, Blanche Mertz, vous l'avez aussi été en politique. Vous vous êtes engagée même au Conseil de l'Europe à une époque où la Suisse ne voulait pas en entendre parler. Exactement. Oui, c'est que je connaissais, c'était en 1949, les promoteurs de l'idée européenne. Et ensuite, lorsque le Conseil de l'Europe a été créé, et que la Suisse faisait toujours mauvaise mine et disait jamais nous n'allons participer, nous ne serons membres du Conseil de l'Europe. Au fond, là aussi, ça m'a fait choquer, mais enfin, tout de même, mais envoyez au moins des observateurs, vous ne pouvez pas rester en dehors. C'était toujours cette litanie, ne restez pas en dehors, on est obligé de participer. Alors, c'est aussi par idéalisme, et pendant 12 ans, à mes frais, bien sûr, j'ai assisté à toutes les séances du Conseil de l'Europe, les deux grandes assemblées. Et alors, j'ai fait des rapports à Berne. Ils ont reçu toujours tout ce qui concernait, surtout l'économie, mais enfin, tout ce qui était des questions où on citait la Suisse comme exemple, pouvant être une association de différents pays, tout en gardant d'après le système suisse. Chaque fois qu'elle était citée, j'ai fait ces rapports à Berne. Et chaque fois que je rapportais, je disais, mais écoutez, il faut absolument que vous envoyiez quelqu'un, au moins pour observer. Il n'est pas question, nous ne voulons rien savoir de l'Europe. Et comme ça, pendant des années. Et c'est le chef des relations extérieures à Strasbourg, le comte Sforza, qui m'avait donné un papier tout à fait, une place particulière pour pouvoir assister à ces séances, évidemment non officielles, mais à Berne, toujours, quand je leur disais, mais allez,
Alors, on disait, toujours, ça répétait. Alors, Donc ça émanait de notre gouvernement. mais naturellement. Puis, alors, à ce moment-là, le Grand Sforza, à un moment donné, j'envoie des invitations à Berne, ils ne répondent même plus. Voilà, comme on était polis. Alors, à un moment donné, je n'envoie plus d'invitations. Et alors, à Berne, ils ont dit, sinon on ne reçoit plus d'invitations, on ne répond pas. Mais pendant 4 ans, ces 2 instances se sont boudées. Ni l'un ni l'autre voulait savoir. Moi, j'ai continué à faire le rapport. Le pont n'a pas du tout été rompu. Eux savaient toujours. Et puis, un jour, il me dit, oui, il y a un petit commis là qui s'intéresse à l'Europe. Vous pouvez peut-être le trouver. Ce petit commis, c'était le futur conseiller fédéral Schaffner. Bon. Mais après, il y a un autre conseiller national qui aimerait bien discuter sérieusement des questions de l'Europe. Puis après, le secrétaire de l'Assemblée fédérale me dit, non, il ne veut surtout pas discuter des questions sérieuses avec des femmes. C'était à quelle époque, ça? C'était maintenant, avant qu'on entre dans le Conseil de l'Europe, c'était dans les 12 ans en question, à partir de 51. C'est en 63 qu'il y a eu la première délégation officielle. Et là, c'était le Conseil fédéral Petit-Pierre qui a envoyé un télégramme. Enfin, ils avaient voté. C'était le comte Sforza, je le vois, qui vient avec ce télégramme de loin pour me l'apporter. C'était vraiment une joie générale. Et dire que c'était encore... C'était dans un séminaire aux études internationales à Genève avec M. Frémont, où j'ai dédicacé le parallèle qui dit l'Europe et la Suisse, comment peuvent-ils entrer en contact? Enfin, comment est-ce possible de vivre ensemble? Et c'est comme la grande dispute qu'a eu Adam et Ève, parce qu'une fois qu'ils s'étaient bien querellés tous les deux, qu'Adam a dit, mais mon Dieu, que dois-je faire? Je ne peux pas vivre avec elle, mais je ne peux pas non plus vivre sans elle. Donc, c'est la même chose avec l'Europe. Tout à fait, le parallèle avec notre Suisse. Et tous ces rapports que vous avez faits, tous ces dossiers importants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont servi à la première délégation. Ils avaient comme ça un petit peu un aperçu. Et quand ils sont arrivés, bon, il y avait là un Zurichois, celui qui a fait des grandes chaînes alimentaires en Suisse. Il arrivait 10 minutes. Après 10 minutes, quand il avait signé sa présence, on ne le revoyait plus de toute la journée. Et c'est ainsi que je l'ai vu, je rencontrais dans le reste où il y avait toujours des séances privées. Il ne faisait que ses affaires privées. C'est là que j'ai eu le premier désappointement, enfin disant, est-ce possible? Le bon peuple suisse croit que maintenant nous avons envoyé des observateurs, et voilà que ces gars, ces grands messieurs, ils font que leurs affaires privées, ils ne s'occupent pas du tout du mandat qu'on leur a confié. On ne vous en avait pas confié un à vous qui étiez pionnière, pourtant. Je les ai reçus avec le comte Sforza quand ils sont arrivés. Évidemment, ils sont tombés de haut quand il a dit « c'est le plus vieil observateur de la Suisse ». Parce que je suis l'unique témoin de tout ça, ce qui s'est passé avant et pendant. Donc, et c'est pour ça que à un moment donné, tous mes dossiers, je les ai brûlés. Mes enfants me disaient que personne n'a d'intérêt de savoir ça. Mais j'ai gardé certaines choses que, alors, j'ai pu remettre à la Fondation de Jean Monnet, au professeur Ribben, où il y a encore certains fragments que je relate de cette histoire-là, parce que personne ne savait au fond ce qui s'était passé. Ce sont des archives importantes. Eh bien, oui, parce qu'au moins... on a pu faire le pont pour ceux qui, sérieusement, s'y intéressaient. Vous avez aussi été député au Grand Conseil vaudois. Oui, après, oui, d'accord, c'est aussi parmi la première volée. Alors, c'est là que j'ai dû une fois faire un discours dans le parti où il y avait monsieur de la Murat. Mais alors, lui, il était le tout jeune étudiant en économie. Puis il me disait, c'est mon tout premier discours que je dois faire. Il avait un peu le trac. Alors, il a fait son discours sur l'Europe. Brillant, tellement brillant,
qu'après je lui ai dit, écoutez, jeune homme, hein, si vous continuez comme ça, vous allez devenir conseiller fédéral. Ce qui n'a pas manqué. Et oui, évidemment, là aussi, au Grand Conseil, c'était la même chose. J'étais un petit peu aussi déçue quand j'ai vu que c'était des clones qui faisaient leur politique à la buvette. Excusez-moi, c'est vos doigts. Et après, bon... Vous avez fait un projet de planning familial. Oui, alors comme j'étais à la commission des recours en grâce, aussi la seule femme là-dedans, bien sûr, et qu'on a eu un cas d'une femme qui était condamnée à 2 mois de prison ferme parce qu'elle avait fait un avortement de son 9e enfant, une femme avec des jambes énormes, qui était malade, où le médecin a dit encore un enfant et vous êtes dans le cercueil. Mais c'était quand même plus important qu'elle reste en vie pour ses 9 enfants. Alors là, ça m'avait révoltée et j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose pour aider quand même ces gens. Autrement, je n'étais pas du tout ouverte à la question. Et c'était la première motion de planning familial en Suisse qui a servi ensuite pour les autres cantons. Pionnière encore une fois. Oui, c'est mon étiquette peut-être de pionnière dans beaucoup de domaines. Vous faisiez aussi des conférences, entre autres une conférence que vous aviez faite à Soleure. Ah oui, c'est parce que je savais l'allemand, le suisse allemand. Alors, les autres cantons qui n'avaient pas encore le droit de vote pour les femmes me demandaient est-ce que vous ne voudriez pas venir parler de vos expériences de femmes députées. Comment ça se passe? Alors, pour citer Soleure, il y a 300 personnes, évidemment aussi ceux qui étaient contre. Alors, à la fin, il y a un jeune avocat qui se lève et qui dit « Nous ne voulons pas de ces hyènes intellectuelles. » C'était donc toutes les femmes. Évidemment. Non, mais seulement pour dire, c'est amusant de voir à quel point il y a ces idées contraires et qui sont des fois très arrogantes, évidemment. Mais qui ont évolué. Pas toujours. Ah, vous pensez qu'on n'a pas encore fait le pas en avant? En Suisse centrale, il y a encore pas mal de réticences, oui. Donc particulièrement en Suisse alémanique. Oui, bon, il faut du temps, 2 générations pour toute chose. Donc, une fois encore, là, vous avez été celle qui a ouvert des portes. Ah, pour la Suisse allemande, oui, j'ai fait ma part, certainement, oui. Grâce à votre bilinguisme. Ah oui, alors c'est là que je suis étonnée, comme on a très peu de communication entre la Suisse romande et la Suisse allemande, par le fait, eh bien disons, évidemment, le Suisse romand qui n'aime pas apprendre le Schweizerdeutsch, ça je comprends, et le Suisse romand, le Suisse en général, ou le Suisse allemand qui apprend difficilement le français, il y en a. Toutes vos recherches, Blanche Mers, tout ce que vous avez voulu montrer, étudier, diffuser, ça vous a obligé à faire de longs voyages. Évidemment que si vous voulez mettre quelque chose en évidence, il faut avoir des preuves. Alors, vous êtes obligé d'aller sur place. Un des premiers pays que vous avez visité, c'est la Chine, parce que ça vous a semblé être la source. Ah oui, c'était la raison de toute la géobiologie, parce que ce qu'on a découvert avec les rayons terrestres, le réseau Hartmann, était connu depuis 4000 ans en Chine. Alors j'ai voulu aller aux sources, et là j'ai découvert aussi beaucoup de choses intéressantes que j'ai pu ensuite mettre dans mon livre en question, sur les rayons telluriques. Vous avez fait des rencontres en Chine avec des gens qui connaissaient à travers tous ces siècles ces courants telluriques? Ah, mais oui, certainement. Seulement, il n'y a rien d'écrit. Et surtout, pendant toute la révolution culturelle, ils n'osaient pas en parler. Mais ils ont continué de garder cette science et repris, sitôt que c'était possible, de construire d'après les principes, parce que l'architecte est aussi mis en cause pour tenir compte du lieu. Évidemment, on pense immédiatement à l'Égypte, qui est un pays également avec une civilisation millénaire et qui certainement avait déjà découvert des choses aussi. C'est là que c'est très intéressant de voir qu'ils connaissaient toutes ces lois de base
Et quand on fait nos mesures, on fait des découvertes absolument incroyables. Si je dis à Luxor, par exemple, qui s'appelle le temple de l'homme, vous avez les mesures qui sont faites dans le temple même, qui correspondent exactement à l'homme vivant, d'après les chakras, disons, il y a une correspondance. Donc, eux savaient tout cela et ils ont rendu toute une zone construite vivante. Et c'est ça qu'on redécouvre. Vous venez de dire l'homme vivant. Est-ce que vous laissez supposer qu'il y a autre chose que l'homme vivant? Excusez-moi, c'est l'être humain. Je voudrais la différence entre l'être humain et les plans et les constructions du temple. Dans ce sens. Dans ce sens-là. Oui. Mais l'Égypte particulièrement, on pense aux dieux, on pense à toutes ces influences-là. Oui. Est-ce que... Surtout les momies, parce que si vous mesurez le corps éthérique ou énergétique autour des momies, elles sont encore là. On pourrait dire que ça, ce sont maintenant des morts encore vivants, dans ce sens. Et c'est pour ça aussi qu'au Caire... le musée a retiré toutes ces momies pour qu'elles ne soient plus fréquentées par le grand public. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent influencer sur la santé ou sur la pensée? Non, mais on les dérange, je pense. Ils ne sont pas dégagés. Toute cette science de la momification, tout ça, bien ça, c'était pour maintenir ce corps éthérique encore longtemps sur place. Et avec ça, ce sont des êtres qui sont encore là sans pouvoir agir, mais qui doivent souffrir. Là, il faudra aussi faire un procédé de libération. En Mauritanie aussi, vous avez eu une découverte assez importante. Vous avez découvert de l'eau, vous avez fait des recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé en Mauritanie? En Mauritanie, c'était la suite de tout un service social que j'avais organisé avec la Nest de Bourguiba en Tunisie. Et c'est là on a créé des centres de formation pour les jeunes femmes qui ne savaient pas que faire. Et on a acheté des machines à tricoter du biais. Pour ça, on est venu en Suisse. J'accompagnais toujours la nièce de Bourguiba, qui, elle, était vraiment chef d'orchestre dans toutes ces choses-là. Alors, évidemment, là, j'ai vécu de très près avec les méthodes de recherche d'eau de tous ces gens du désert, mais aussi... Et ces méthodes étaient proches des vôtres? C'est eux qui m'ont appris comment trouver de l'eau, le ressentir par les pieds, par exemple. Oui, ça, ce sont des connaissances tellement naturelles pour eux, n'est-ce pas? Mais enfin, voilà, si on va aux sources, c'est là qu'on découvre des choses intéressantes. Vous avez aussi été au Mexique, en Amérique du Sud, et particulièrement le Mexique a été important pour vous, des découvertes que vous avez faites. Alors, le Mexique, oui, c'est par rapport à tous... Donc la haute culture des Mayas, c'est entendu, et les Toltecs qui sont venus après pour détruire tout cela, et tous ce sang de ces tueries qui sont encore imprégnés dans les murs, on les ressent encore aujourd'hui. Et combien de touristes qui ne savent rien de tout cela commencent à se sentir mal ou sont évanouis par le fait que le sang a encore tellement d'impact comme rayonnement sur le vivant. Là, vous nous parlez de civilisation ancienne. Comment réagit une civilisation hyper moderne comme les USA? Ah oui, je n'avais jamais entendu parler de géobiologie. Puis j'ai fait plusieurs conférences, aussi dans les universités. Et il semblait que c'est fort intéressant, bon, d'accord. Et c'est là que j'ai reçu une fois une revue des États-Unis où il y avait mon discours qui était réimprimé avec des dessins que j'avais donnés. On n'a même pas changé une virgule. Enfin, et en dessous, c'était signé Copyright Anderson. Qui était ça, Anderson? C'était un auditeur qui a dit « Tiens, je pourrais faire une affaire avec ça. » On vous prend tout. Vous avez réagi, là? Mais comment voulez-vous prendre un avocat aux États-Unis pour une chose pareille? Donc vous faisiez vos conférences en anglais? Ah, évidemment, il faut s'adapter
au pays, naturellement. Donc, vous avez eu des contacts importants aussi là-bas. Ah oui, maintenant, il y en a, ils commencent à fleurir comme des géobiologues qui se disent géobiologues, qui poussent un peu comme des champignons. En Arabie Saoudite ou au Pakistan, ce sont davantage des produits plus importants que vous avez découverts là. Oui, alors au Pakistan, quand c'est la première fois que j'avais un petit contact avec l'islam, et puis de me montrer une mosquée, et tout à coup, de prendre conscience, tiens, il y a un Dieu là, sans rien, sans aucune décoration. Que c'était ça, cet espace qui parlait beaucoup plus comparé à toutes ces statues qu'on voit, ces lourdeurs dans certaines églises. C'était un petit peu ce pas spirituel. Et alors, ça c'est le Pakistan. Les hydrocarbures, vous avez cherché? Non, ça c'était en Tunisie. Mais l'autre pays... Au Pakistan et en Arabie Saoudite? Ah oui, alors là, l'Arabie Saoudite, c'était une grande aventure. Entre parenthèses, c'était un Écossais qui prétendait avoir découvert le véritable Sinaï qui se trouve en Arabie Saoudite et qui ne se trouve pas du tout là où on le dit. Mais il paraît que dans la haute hiérarchie des Juifs, ils le savent que c'est faux. Mais on continue à jouer, paraît-il, cette comédie. Il fallait trouver le véritable Sinaï. Alors, j'avais fourni une Land Rover de l'armée suisse. Enfin, on est parti, une équipe. Puis une fois là-bas, quand j'ai vu qu'on extorquait toujours plus d'argent et tout, j'ai vu que c'était une grosse... pas une farce, mais vraiment... Une escroquerie. Une escroquerie. C'est à ce moment-là que j'ai coupé les ponts, j'ai repris la Land Rover avec un Suisse qu'on a passé à travers le désert. Et alors, à ce moment-là, en repartant à l'aéroport, on avait été forcément signalé. Bon, j'avais un laissez-passer par le roi qui me avait donné la possibilité de passer. C'était tout écrit en arabe, que je ne sais pas lire. Puis quand la police toujours nous arrêtait ou de voir, il lisait, puis 2 ou 3 fois, j'ai vu qu'il tenait le papier à l'envers, qu'il ne savait donc pas lire. Mais enfin bon, on a réussi à passer. Alors là, mais à l'aéroport, tout ce que j'avais fait comme film, on nous a tout détruit. Alors voilà, ça c'était une escroquerie, quoi. Par contre, en Tunisie, alors là, vous avez beaucoup travaillé. Ah, alors beaucoup d'années, et c'était grâce à la nièce du président Bourguiba, c'est-à-dire c'est elle qui tenait évidemment beaucoup plus les rênes en main, c'est elle qui décidait souvent dans des actes de condamnation à mort. Celui-là, on peut le condamner à mort, celui-là, il faut le gracier. Elle était le confident de son oncle. Et j'ai été reçue alors vraiment royalement là, dans toute la Tunisie. Alors j'ai aidé aussi de mettre sur pied tout ce service social, évidemment dans les coulisses. Hein. Et à un moment donné, je me suis amusée, à part des projets d'eau que j'avais leur laissés, je leur ai des fois donné des originaux, puis évidemment, je ne les retrouvais plus, mais où j'ai trouvé du pétrole, à un moment donné, le Premier ministre auquel j'avais donné les plans, les a vendus aux Américains. On a presque fait le tour du monde avec vous, Blanche Mertz. On a commencé vos voyages par la Chine et on va retourner en Asie, au Japon. Oui, par le fait que le Japon me semble vraiment être quelque chose tout à fait à part dans notre monde, toute leur mentalité, tout leur état d'être. Et peut-être nous avons beaucoup de choses à apprendre, d'accord. Mais ce qui m'était arrivé, je devais depuis Hong Kong prendre l'avion pour arriver à Tokyo. Et l'avion avait, au lieu de partir le soir, il partait vers le matin. Et arrivé à Tokyo, il y avait un messager qui m'attendait, avait attendu toute la nuit, et qui me donnait une invitation pour un thé chez la fille de l'empereur. Mais je devais me rendre à 300 kilomètres, j'avais rendez-vous déjà pris à Tokyo, tout ça, c'était tellement coincé que j'ai dit, je regrette beaucoup, que s'il veut bien l'annuler, que je remercie, mais que je ne peux pas, parce que ça ne va pas. Alors c'est là que j'apprends qu'on n'annule pas une invitation impériale, ça ne se fait pas. Le pauvre qui avait attendu est devenu tout pâle. Il a dit, je n'ai pas d'autre solution que me suicider. Je dis, mais comment, voyons, comme chez nous on annule et puis c'est vite fait. Non,
c'était pour lui un tel déshonneur, et c'est encore ancré, je dois me suicider si je n'ai pas pu porter le message et je ne suis pas arrivée à des bonnes fins. Bon, on a essayé de beaucoup lui dire de ne pas le faire, mais comme quelques heures après, on était invité à dîner chez notre ambassadeur suisse à midi, et incidemment, je raconte le pauvre là qui voulait se suicider pour un petit refus. À son tour, notre ambassadeur qui devient pâle, il dit « Mais oui, madame, il va le faire !» Et le pauvre, il a eu toutes les peines du monde diplomatiques à réussir à ce qu'il ne fasse pas ce geste. Alors c'est là qu'on voit, on est des fois tellement, nous, grossiers envers toutes ces coutumes qu'on ne connaît pas. Et il y a des sensibilités tellement différentes, mais c'est ce qui nous enrichit, somme toute aussi. Vous avez dû être drôlement impressionné à ce moment-là. Oui, parce qu'on voit, c'est un autre monde, une autre façon de penser. Et pourquoi pas? L'autre peut aussi avoir ses raisons. Il ne faut pas croire que nous seuls, avons toutes les lois à donner. Et c'est malheureusement le cas. Toutes vos expériences, tous ces voyages, toutes ces rencontres, ça a donné lieu à de nombreux livres. Quel a été le premier livre que vous avez publié? Alors celui-là, il s'est passé sur les rayons telluriques, sur cette découverte du docteur Hartmann, sur les hauts lieux cosmotelluriques. Et là, alors, c'était intéressant de donner des exemples concrets, comme à Chartres. Que se passe-t-il là? Saint-Jacques de Compostelle, qui est la même construction qu'à Chartres, avec les mêmes effets, avec 14 cours d'eau qui arrivent sous le cœur, et ça c'est fait de main d'homme, donc un savoir ancestral que nous avons perdu. Enfin, tous les lieux de pèlerinage, qui ne le sont malheureusement pas tous, parce qu'il y a tout de suite eu une idée de faire une affaire avec un lieu donné, quitte à ce que ce soit un petit cheveu d'un saint qu'on ait à l'endroit. Alors, il faut quand même sortir du vrai du faux et découvrir soi-même. C'était de rendre un peu tout le monde sensible à ce qu'il existe des différences de force, d'énergie dans des lieux connus. Et ces lieux, vous les avez mesurés? Est-ce qu'il y en a en Suisse? Ah, en Suisse, il y en a, oui. Dans le dernier livre en allemand, donc, j'ai cité une centaine détaillée de tous les cantons. Aussi, on a fait une carte géographique. Ah oui, il y en a aussi, bien sûr. Il y a même un très fort près de Zurich qui, on peut vous dire, est un genre d'acupuncture de la Terre et qui correspond dans sa force aux pyramides de Khéops, ou bien aux murs de Jérusalem, ou bien aux Açores. On peut tirer des lignes où on retrouve sur toute la ligne ces mêmes cathédrales qui portent les mêmes noms. Vous avez aussi un livre qui s'appelle L'âme du lieu. Oui. Et ce livre-là est vraiment basé sur ce qu'on éprouve. Il est plus proche de la métaphysique que de la physique. Oui, je vais un pas plus loin, mais tout de même, c'est essayer de faire le pont entre la physique et la métaphysique. Et une vraie science ne peut seulement se baser demain que sur les deux aspects, que la science d'aujourd'hui, qui coupe tout en rondelles, qui analyse froidement, tienne compte qu'il y a encore autre chose pour faire un tout. Mais comment est-ce qu'on peut faire ce lien entre les deux choses actuellement? Comment vous l'avez fait? Donc on peut le démontrer, que ces gens, par exemple, aillent sur les lieux pour le ressentir si c'est un lieu, mais aussi, il y a, surtout en Allemagne, il y a beaucoup de scientifiques qui ont adopté la méthode Bovis. On éprouve comment cette âme du lieu? On la ressent comment à l'intérieur de soi? Ça, c'est très individuel. Mais le mieux, c'est que si vous allez vous placer en ligne droite sous une coupole, et là, il y a cette force d'en haut, cosmique, et la force d'en bas, tellurique, et vous, entre deux, ressentez cette présence. À Chartres, c'est très visible, on peut très fortement le ressentir. Parce que vous avez l'eau souterraine à 37 mètres et le haut de la voûte est à 37 mètres.
Alors ça fait un tel équilibre, une pression de deux forces qui fait qu'il y a une réaction en vous. Vous avez même découvert que certaines images dégagent des vibrations positives ou négatives. Ah oui, alors il y a toutes les ondes de forme qui jouent un rôle. Suivant quel tableau peut vous apporter, il y a des tableaux ou des images qui guérissent, qui sont faits dans ce sens. Dans mon dernier livre, L'âme du lieu, en allemand, donc, j'ai donné les 3 genres. Il y en a qui agissent sur le spirituel, le mental, d'autres qui agissent sur le ressentir, et d'autres qui à la base physique. Alors, tout a un impact, mais l'architecte aussi a une responsabilité de faire des ondes de forme dans sa construction. Tout joue un rôle. Le parfum d'un lieu. Il y a tous ces éléments qu'il faut simplement s'ouvrir pour essayer de les comprendre, les ressentir, et tout ceci fait qu'on comprend beaucoup mieux ce que c'est, au fond, la vie. C'est le résultat de toutes vos recherches, mais vous pensez que vous avez aussi un don particulier qui est inné chez vous? Ben, je pense que tout le monde est capable de s'ouvrir et de se sensibiliser. Évidemment, quand on est trop sensibilisé à quelque chose, on souffre un peu plus que les autres qui ne ressentent rien. Mais avec ça, les couleurs de la vie sont toutes différentes. Vous vivez dans une autre dimension. Vous n'avez jamais ressenti du négatif au point de vue santé lorsque vous avez été sur des lieux qui n'étaient pas des bons lieux? Oh, bien, très souvent, évidemment. Comme j'ai cité au Mexique, vous allez dans des lieux qui sont agressifs. Et alors, à ce moment-là, évidemment. Mais c'est là qu'il faut prendre conscience. Si c'est un lieu qui m'attaque, eh bien, ne pas rester, ne pas subir. Mais comment le déterminer? Essayez que votre ressentir se développe. Vous avez une antenne. Vous êtes vous-même un très bon récepteur et émetteur. Donc, si vous savez jouer avec cette prise de conscience, alors à ce moment-là, on élargit évidemment de loin son horizon. C'est quasiment une sorte de doctrine que vous essayez de mettre en place. Oh non, chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Vous écrivez là dans un de vos livres, plus on étudie et découvre, plus libre on se sent, plus la connaissance est grande, plus on devient tolérant. Je voudrais savoir si c'est là votre credo, cette tolérance. On doit bien l'apprendre, la tolérance. Mais je crois que plus justement, on élargit sa vue, plus on comprend les choses, on comprendra aussi beaucoup mieux cet autre qui n'a pas eu cette chance peut-être, et il ne faut pas le condamner, et essayer. Avec ça, on apprend la tolérance. C'est pas facile, c'est entendu. Mais c'est un pas vers une plus haute conscience des choses et des faits, et de mieux comprendre sans doute ce qu'est la vie et notre univers.